La santé passe avant tout par la santé des intestins et de votre microbiote. La science apporte des preuves de cela presque tous les jours. Et la nourriture que vous consommez est un facteur essentiel de la santé intestinale. Ainsi, cela fait quelques années que l'on a pris conscience de l'importance des bactéries qui vivent dans notre côlon, le microbiote intestinal. Ces bactéries qui, cumulées, pèsent entre 2 et 3 kg, influencent bien sûr la digestion, mais aussi notre métabolisme et notre système immunitaire. Justement, dans cette vidéo, on va voir comment, grâce à l'alimentation, on va pouvoir protéger tout ce petit monde, les bactéries qui vivent dans notre intestin, et plus globalement notre intestin. Quels sont les aliments qui, sur le long terme, vont abîmer votre intestin et votre microbiote? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premier aliment qu'il faut absolument éviter pour la santé intestinale, le sucre. Alors de quel sucre on parle ici? On parle principalement du glucose. Ainsi, par exemple, dans le sucre de table, le saccharose, vous avez 50% de glucose et 50% de fructose. Alors pour ultra schématiser et pour simplifier, dans votre intestin, vous avez donc deux types de bactéries. Vous avez les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Alors vous allez voir que je vais pondérer un petit peu ça, mais c'est juste pour planter un peu le décor. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le glucose est la nourriture préférée des mauvaises bactéries. Inversement, les bonnes bactéries, elles, s'alimentent principalement de fibres. Donc quand vous consommez principalement du glucose, du sucre, eh ben, vous nourrissez ces mauvaises bactéries qui vont avoir tendance du coup à se développer et à prendre le pas sur les bonnes bactéries. Et donc ça va créer ce qu'on appelle une dysbiose. Une dysbiose, c'est une désorganisation de votre microbiote intestinal qui en général est le début de beaucoup de problèmes de santé. Alors comme j'expliquais, en fait je suis pas très fan du terme de bons et de mauvaises bactéries. En fait toutes les bactéries sont nécessaires mais dans des proportions différentes. En fait certaines mauvaises bactéries entre guillemets sont nécessaires à la bonne santé intestinale. Il faut juste qu'il n'y en ait pas trop. En fait, comme souvent dans la santé, tout est une histoire d'équilibre. Et quand l'équilibre est brisé, c'est là qu'arrivent les problèmes de santé. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour être en bonne santé dans votre intestin, vous devez avoir 85% de bonnes bactéries et 15% de mauvaises bactéries. Et quand cet équilibre est brisé, par exemple vous avez, je sais pas, 70% de bonnes bactéries et 30% de mauvaises bactéries, c'est là que la dysbiose arrive. Donc si vous avez bien compris ce que je viens de dire, la surconsommation de produits sucrés en général, et en particulier de ceux qui contiennent du glucose, vont participer à désorganiser cet équilibre et à favoriser les mauvaises bactéries. Deuxième chose qui abîme votre intestin, c'est le gluten. Alors c'est bien sûr dans les céréales qu'on va trouver le gluten, mais dans lesquels en particulier? Alors il y a un petit moyen mémotechnique, c'est le mot sabot. S-A-B-O-T, S pour seigle, A pour l'avoine, qui est souvent contaminée par le gluten d'autres céréales. Le blé justement, qui est un peu le big boss du gluten, hein, c'est lui qui en contient souvent le plus. Alors ça inclut aussi l'épeautre et le camut. O pour orge et T pour triticale, qui est un croisement du blé et du seigle et qui est souvent utilisé pour nourrir le bétail. Alors oui, dans la nature, le blé contient naturellement du gluten. Le blé ancestral en contenait un peu, mais le problème c'est que le blé moderne, lui, en contient beaucoup. En fait, les industriels ont fait des croisements génétiques pour faire en sorte que les versions modernes du blé soient beaucoup plus riches en gluten, dans le but d'augmenter justement cette colle, puisqu'à la base, le gluten veut dire colle, hein, l'étymologie gluten, glu. Et bien en fait, ça sert à augmenter la panification des matières qu'on veut travailler, comme par exemple les pâtes, ou la matière première pour le pain par exemple. Le gluten permet d'assurer une très bonne cohésion de la pâte et quand justement vous avez des machines qui travaillent la pâte, eh bien plus vous avez de gluten, plus c'est facile pour la machine. Quand on travaille une pâte qui ne contient pas beaucoup de gluten, eh bien c'est un geste très technique que malheureusement seuls nos anciens artisans boulangers pouvaient faire. D'ailleurs, si vous souhaitez comprendre ce que je viens de dire, j'ai publié il y a très longtemps un reportage super intéressant sur justement ces boulangers qui travaillaient le blé ancien et qui avaient du coup des techniques très particulières. Je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour en savoir plus et découvrir. C'est fascinant, vous allez voir. Alors quand on parle de gluten, on pense en général systématiquement à la maladie cœliaque. En fait, la maladie cœliaque, c'est un peu le cas le pire, si je puis dire, puisque chaque petite quantité de gluten, 1 milligramme de gluten, peut provoquer une réaction allergique très forte. Mais on oublie souvent les personnes qui ne sont pas cœliaques, mais qui ont des problèmes avec le gluten. On appelle cela la sensibilité au gluten non cœliaque. Alors c'est extrêmement compliqué de savoir la proportion des personnes qui sont concernées par la sensibilité au gluten non cœliaque. On estime que c'est entre 0,5 et 13% de la population, mais de par mon expérience avec les personnes que j'aide au quotidien, je me rends compte que la plupart des personnes ont un avantage certain à retirer le gluten ou du moins à le diminuer très fortement dans leur alimentation. Ça apporte très souvent des améliorations au niveau du système digestif. Donc de mon point de vue, d'un point de vue purement empirique, j'estime que c'est quasiment 2 personnes sur 3 qui pourraient avoir des avantages santé
à retirer ou du moins à diminuer fortement le gluten de leur alimentation. Alors certaines personnes vont dire que du coup les céréales de type complète, donc avec le son, eh ben c'est pas mal, ça permet en fait d'avoir quelque chose de mieux. Parce que les fibres qu'il y a dans le son justement, eh bien ce sont des bonnes choses pour les bonnes bactéries comme on l'a vu précédemment. Si justement on en revient au microbiote, si jamais dans un monde idéal on consommait beaucoup de légumes et un petit peu de céréales complètes à l'occasion, eh bien ce serait pas mal. Mais aujourd'hui, dans notre monde moderne, c'est plutôt l'inverse. On consomme beaucoup de produits à base de céréales et donc de gluten et un petit peu de légumes uniquement. Si on prend l'exemple de la farine de blé, elle est composée d'à peu près 70 à 80% d'amidon. L'amidon donc étant un assemblage des molécules de glucose. Et donc lorsque la molécule d'amidon va être cassée, séparée par le système digestif, on va donc retrouver du glucose. Donc une céréale même complète finalement, elle va contenir beaucoup plus de sucre que de fibres. Donc les céréales, et même les céréales complètes, vont plutôt avoir tendance à nourrir les mauvaises bactéries plutôt que les bonnes bactéries. Voilà pourquoi même les céréales complètes ne sont pas forcément à consommer de façon importante. À l'occasion, bien sûr, pourquoi pas 1 à 2 fois par semaine, c'est ok. Si derrière vous consommez une bonne majorité de légumes qui eux sont très riches en fibres, et contiennent quasiment pas de sucre. Et autre point aussi important, c'est que le gluten va participer à augmenter la perméabilité intestinale. La perméabilité intestinale, c'est le fait que l'intestin laisse passer à travers de sa paroi des molécules qui ne devraient pas normalement passer. Il y a une molécule qui s'appelle la zonuline qui permet justement de faire en sorte que les jonctions serrées, donc c'est-à-dire les cellules qui assurent l'étanchéité de l'intestin, eh bien travaillent bien. La zonuline, c'est un médiateur, on va dire, de la perméabilité intestinale. Et le problème, c'est que le gluten, et en particulier la gliadine, donc qui est une des parties du gluten, eh bien en fait va interférer avec la zonuline et donc va faire en sorte que dans l'ensemble, la zonuline marche moins bien et donc les jonctions serrées ont tendance à s'ouvrir plus qu'il ne faudrait. Conséquence, des molécules passent à travers l'intestin, ça déclenche une réaction du système immunitaire, une réaction inflammatoire qui est souvent le problème de base de plus gros problèmes comme des maladies auto-immunes par exemple. Voilà pourquoi le gluten globalement est plutôt quelque chose de mauvais pour l'intestin. Encore une fois, dans le passé, il y avait des céréales qui étaient beaucoup moins riches en gluten. On en consommait de façon modérée avec beaucoup de légumes. Aujourd'hui, on a un gluten qui est très présent dans les céréales modernes. On est sur une alimentation qui est composée principalement de céréales avec un peu de légumes. Et encore une fois, ça diffère complètement de ce que consommaient nos arrière-grands-parents. Aliments suivants qui abîment votre intestin, ce sont les aliments hautement transformés. Alors, j'ai parlé à l'instant de nos arrière-grands-parents. À votre avis, est-ce que consommer principalement des aliments qui n'existaient pas il y a ne serait-ce que 80 ans, est-ce que c'est bon pour la santé? Alors si on prend un petit peu le tableau des aliments ultra transformés, les aliments type plat préparé par exemple, c'est extrêmement riche en sucre, c'est pauvre en fibres, c'est un bestiaire de trucs comme des conservateurs, des exhausteurs de goût, des œufs XXX, et puis bien sûr ça contient souvent du gluten. Donc on a exactement ce qu'on a vu précédemment, en fait on a un peu le best-of de ce qu'on a vu, gluten, sucre, et pas de fibres, donc clairement ça va désorganiser votre microbiote intestinal et ça va abîmer en plus vos intestins. Point suivant, l'alcool. Il a été démontré que l'alcool, comme le gluten, modifiait la perméabilité intestinale. Et au-delà de ça, en fait, l'alcool est un poison pour le corps qui va vouloir donc évacuer, qui va vouloir se débarrasser, et donc ça va provoquer des phénomènes inflammatoires au niveau du système digestif qui vont pas aider à avoir une bonne santé intestinale. Et puis bien sûr, l'alcool, ça tue les bactéries. Vous savez que l'alcool est un désinfectant, donc quand vous consommez beaucoup d'alcool, et clairement ça va avoir un impact sur votre microbiote. Ennemi suivant de votre intestin, l'eau du robinet. Vous le savez, le chlore qu'on retrouve dans l'eau du robinet permet donc de désinfecter l'eau à un faible coût, parce que le chlore ça coûte pas cher, et c'est une action qui est plutôt rapide. Le problème c'est que ce chlore, lorsqu'on consomme beaucoup d'eau du robinet, va venir du coup attaquer nos bonnes bactéries qui bien sûr vont subir de plein fouet ce désinfectant. Même s'il n'y a pas de grande quantité de chlore dans l'eau du robinet, la consommation importante d'eau sur la longue durée va forcément avoir un impact. Alors on peut bien sûr mettre en place des filtres anti-chlore par exemple, mais il y a d'autres solutions qui sont beaucoup moins chères. Par exemple, vous pouvez tirer de l'eau du robinet et laisser l'eau dans une carafe que vous allez laisser du coup à l'air libre pendant à peu près 1 à 2 heures. En fait, le chlore il est volatile, il s'échappe naturellement
dans l'air ambiant. Autre solution, faire bouillir l'eau du robinet. Alors si vous consommez par exemple du thé ou du café et donc l'eau vient du robinet, ça n'a pas beaucoup d'impact parce que le fait de faire bouillir l'eau, ça augmente l'évaporation naturelle du chlore. Donc si par contre vous consommez l'eau du robinet, voilà, classiquement, vous prenez un verre et vous consommez directement, c'est là que les gros problèmes peuvent arriver avec le temps. Encore une fois, c'est pas parce que vous consommez un verre par-ci par-là que ça aura un impact. C'est vraiment les personnes qui consomment l'eau du robinet depuis très longtemps. Là, oui, ça peut avoir un impact. Point suivant, les édulcorants artificiels. Alors, ça fait quasiment un siècle qu'on a créé les édulcorants artificiels, donc qui permettent de donner un goût sucré à l'alimentation sans avoir les effets négatifs du sucre. Les édulcorants artificiels ne coûtent habituellement pas cher, ils contiennent pas beaucoup de calories et sont perçus comme ayant des effets plus positifs sur la glycémie. Alors, il y a eu pas mal d'études qui ont cherché à comprendre l'impact des édulcorants artificiels sur votre microbiote et sur vos intestins. Il y a pas mal d'expériences qui ont montré que la consommation d'édulcorants artificiels pouvait donc désorganiser le microbiote intestinal, mais surtout ça pouvait emmener en fait une intolérance au glucose. Je vous mettrai des références scientifiques dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. Et le truc intéressant, c'est que des expériences ont été faites sur différents types d'édulcorants artificiels et dans tous les cas, on avait le même résultat, c'est-à-dire qu'à terme, les sujets, donc ici en l'occurrence c'était des souris, développaient des intolérances au glucose. En fait, comme ce sont des molécules extrêmement récentes dans l'histoire de l'homme, le système digestif ne sait pas comment s'en occuper, ne sait pas comment découper ces molécules. Et en général, donc, les molécules des édulcorants artificiels arrivent au niveau de votre côlon, tout en bas du système digestif. C'est donc la présence de ces molécules au contact du microbiote intestinal qui provoque une désorganisation et donc peut-être à terme une dysbiose. Et donc aussi, comme on l'a vu, dans certains cas, une intolérance au glucose. Dans cette vidéo, on a donc vu des aliments qui peuvent abîmer l'intestin et qui peuvent désorganiser votre microbiote intestinal, donc créer ce qu'on appelle une dysbiose. Et saviez-vous justement qu'une dysbiose, ça peut être visible sur votre corps? Il y a des symptômes qui peuvent indiquer que votre microbiote ne va pas bien du tout. Je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous explique justement 3 symptômes qui indiquent que votre microbiote n'est pas en bonne santé, que vous avez probablement une dysbiose. Je vous invite à aller voir vraiment cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses sur le sujet. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!